Viennent-ils en amis ou en ennemis, seul l'avenir nous dira, et cet avenir est proche, très proche. L'armée a pris position tout autour de la zone menacée. Les militaires les ont suivis dans leur descente, n'écartant pas un éventuel atterrissage. Ça semblait voir une porte de leur vaisseau s'ouvrir. J'ai bien senti. C'est pas le camouflage. C'est la réalité, frère. Bienvenue à bord du monde de l'imaginaire, l'émission SF fantastique de TSF 98. Ce bordel. Bah, c'est pas du tout la musique de Radiohead, c'est pas notre générique, ça. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule avec Flavie Garnier et puis qui c'est qui Téléportation réussie, monsieur Spock. Ouais. Bien joué, Eric. On infiltre le vaisseau. Enfin, non, c'est le vaisseau, notre vaisseau. C'est quoi ça? Vous êtes qui, vous? Eh bien, nous sommes les animateurs du monde de l'imaginaire et nous avons téléporté à bord de notre émission. Non. Ouais, c'est pas vrai. Bah, si. C'est vrai? Si, c'est bon. C'est vrai qu'en même temps, vous ressemblez pas à Thomas et Bobo. Non, et notre technologie est beaucoup plus avancée. Téléportation. Et moi, je ressemble à personne, vu qu'apparemment, il en manque un. Et donc, vous êtes qui? Oui, alors, Vincent, je crois te reconnaître. Oui, tout à fait. C'est toi, c'est le mec de chez Sci-Fi, là? Voilà, le mec de chez Sci-Fi Universe, et qui fait aussi de la radio dans le monde de l'imaginaire pour faire à peu près la même chose, mais pas devant un clavier, devant un micro, quoi. D'accord, ok. Voilà. Et puis, avec Damien. moi, Damien, voilà. Damien? Eh oui, c'est moi. Et derrière la vitre? Et derrière la vitre, dans un bocal presque, on conserve dans du formol, Eric, qui a créé le MDI il y a de cela très très longtemps dans une lointaine galaxie. L'ancêtre du vaisseau. Ouais, il y a 20 ans que le MDI existe, mine de rien. C'est un anniversaire aujourd'hui, non? Non, 20 ans, bah non, on a déjà passé le cap. Hein. C'est la plus vieille émission amateur sur le fantastique et la SF. Ouais. Tu veux dire que nous, le bloc de la cellule, on est des petits jeunes? Oui. Ouais, c'est regardez les petits jeunes. Attends. Attention aux petits jeunes qui montent. Regarde hein, à quoi les il gars. ressemble, attends. Une petite histoire du MDI, peut-être? Une petite histoire rapide. Alors, c'était il y a 20 ans, et j'ai même fait de la radio avant, même quand j'étais au lycée. Ça s'appelait Radio Cantine. C'était rock'n'roll, là. Un peu. Mais après, donc, en fait, j'ai commencé comme technicien d'une émission de sport et ça me gonflait. Et quand j'étais dans l'émission de sport, je lisais mes bouquins de SF pour patienter, donc je le loupais En toujours. direct du Parc des Princes. Voilà, parce que moi, ça m'emmerdait consciencieusement les résultats sportifs de Troubert-Douletou contre Trifouiller-les-Oies. Et donc, je lisais. Et puis, en discutant avec le directeur des programmes de l'époque d'une autre radio, pas d'ici, j'ai dit, tiens, je vais faire une émission de radio en parlant de bouquins, de SF et tout. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, c'est une longue histoire avec des hauts, des bas, des moments où j'étais tout seul, des moments où j'ai récupéré dans la soute des Plutôt le moment haut, quoi, tu vois. Le moment haut, voilà, le moment où le petit Ton Vincent, sommet, ton Himalaya. le petit Vincent est venu me voir. Bonjour monsieur, vous faites de la radio? Ça fait un moment, hein, quand même. Ah oui. Bon, enfin bref. Donc tout ça, ça Mais a j'ai commencé. suivi après. Et tu as suivi après. Alors pour la petite histoire très rapide, le MDI, d'où ça vient? Bon, effectivement, tu dis c'est une émission très très lointaine dans le temps sur le fantastique et de la SF. Au début, c'était un peu une émission où on lisait des textes, où il y avait une mise en son aussi à la manière de ce qu'on pouvait écouter dans d'autres émissions de radio, avec un petit peu d'actualité, comme l'était à l'époque une émission sur France Inter qui s'appelait Intersidéral, avec Dionnet et Manœuvre, il y avait Philippe Rich, je crois, enfin bref, je sais plus, et voilà, donc l'idée m'est venue à partir de ce melting pot, avec aussi la mythique revue Métal Hurlant aussi, qui était bourrée à craquer d'infos comme ça. D'accord. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire la même chose à la radio, et voilà. Ouais, c'est pas mal. Et par contre, enfin, c'est ce qui est fou, c'est le matos, quoi. Parce que pour nous téléporter de Saint-Malo ici jusqu'à Caen, faut le faire quand même. Non, non, il y a quoi? Il y a un mois ou deux, on a reçu des Ganymédiens. Donc non, ça pose pas de problème. Et de temps en temps, non, vous, c'est rien, c'est pouf, une pichenette et c'est bon. Ouais, c'est pas mal quand même. On a même failli faire téléporter des gens de plus loin, mais. D'accord. Par contre, ça ne marche pas avec les billets de banque. C'est vraiment C'est dommage. uniquement les êtres humains. C'est juste Pour les faire êtres venir humains. Bill Gates. Et les vêtements. Et encore, il y a du progrès, oui, parce Bizarrement. qu'au début, il n'y avait pas les vêtements. Donc on a failli être catalogué première émission fantastique naturiste. Sauf que, voilà, maintenant, c'est beaucoup mieux. Oh, c'était pas mal aussi sans les vêtements. Merde, j'étais pas là. J'ai loupé Heureusement que toutes vous ces émissions. nous avez téléporté avec nos vêtements, tout va bien. Et puis que voilà, c'est la radio quand même. Bon, voilà. Oui, c'est vrai que Bah avec oui, ou les sans vêtements, vêtements. voilà. Bon. Ça va terminer. Je sais pas comment on va terminer cette émission. Baissez le chauffage, qu'on garde Moi, tous je nos compte vêtements. la terminer avec mes vêtements, hein, personnellement. Vous, je ne sais pas, mais...
Bien, alors reprenons le cours Bon, normal de ouais. ce. On va le labelliser PCDM. Donc, Podcast de la cellule du monde de l'imaginaire. Voilà, Ouais. c'est ça. ouais. Et alors d'ailleurs, à ce propos, monde de l'imaginaire, c'est vrai que c'est un terme. Au début, on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ce nom? Tu peux pas choisir un truc qui claque, quoi. Les ondes. Sci-Fi Universe, par exemple. Ouais, j'aurais dû, tiens, je me serais fait de l'argent, tiens. Ou un truc du style. Alors, qu'est-ce qu'on m'avait affublé comme nom au départ? C'était du style onde métallique ou un truc comme ça. Je me dis, bah non, ça fait émission de hard, ton truc. Mais non, pas du tout. Donc, c'est resté le monde de l'imaginaire, MDI pour les intimes, et ça fait 20 ans que ça dure. Pas mal. Voilà. C'est- Et on a fait des crossovers aussi Ah oui pendant un moment avec une émission de Paris qui s'appelait Les Chroniques de l'imaginaire d'ailleurs, qui était animée par quelqu'un qui, je sais pas s'il est encore dans le monde, je pense dans la traduction, Michael Croteriou, Qui travaille pour Casus. Voilà, et on avait fait quelques petits crossovers comme ça. C'est D'accord. un habitué des crossovers, en fait. D'accord. Ouais, bah moi je suis pas du tout habitué. Hein. Enfin, la Ouais, ça téléportation surprend, hein. comme ça, ouais, je sais pas. À la base, on devait faire un thème sur la science-fiction, mais je sais pas comment ça va se finir. On va peut-être finir. En Bah, même temps, c'est un peu le lieu. si les C'est un mondes de peu notre truc l'imaginaire, aussi, ouais. sci-fi universe, je pense que c'est faisable. Ouais, d'accord. peut mais peut-être quand les même. intégrer. Et On Thomas... se lance Ouais. Oui. Bon, on se lance. On y va. Ouais, Ben, on on y se va. lance et c'est parti. Donc on est un site de référencement, on parle de tout, aussi bien du cinéma, de la littérature, du jeu de rôle, du jeu vidéo, sur un pied d'égalité. En fait. Ouais, c'est assez incroyable, assez encyclopédique. Voilà, C'est- et ouais, fait c'est un partie de travail de l'objectif. longue haleine, ouais. C'est- Ouais, qui demande beaucoup d'abnégation. Alors Qui comment demande comment beaucoup tout ça a d'animation. commencé Sci-Fi Universe. Ouais. Alors au départ, ça a été créé donc, par le webmaster qui s'appelle David Quincampoix, qui est un fan de cinéma de science-fiction et qui avait créé un site dédié au cinéma de science-fiction. D'accord. Qui au début était un site vraiment statique, c'est-à-dire qu'il travaillait à côté sur un site qui s'appelait Star Wars Universe, donc Sci-Fi Universe. Ça, j'ai pas tout à fait compris. Justement, quand j'ai lu l'historique du site, j'ai pas compris cette histoire avec Star Wars Universe. C'est deux sites à lui en fait. C'est voilà, il a monté les structures internet des deux sites en fait. Et D'accord. à l'époque, sa priorité c'était Star Wars Universe, et puis en plus ça collait avec la sortie de l'épisode 1 et tout. D'accord. Et puis après, une fois qu'il a fait donc toute la structure de ce site, il s'est réintéressé à Sci-Fi Universe, D'accord. à réappliquer le même schéma, la même architecture pour en faire un site de référencement. Ça avait l'air d'être un gros balèze en informatique en tout cas. Voilà, Parce qu'il c'est disait qu'il avait toujours tout un- fait. voilà. Alors dans la vraie vie en fait, il programme des jeux vidéo chez Ubisoft. Ah ouais, d'accord. Donc oui, c'est c'est son travail et en plus que- c'est sa passion. Quand j'ai découvert ce nom, David Quincampoix, ça m'a dit quelque chose et j'ai l'impression d'avoir déjà croisé dans. C'est- Comme je joue pas mal aux jeux vidéo, est-ce que j'aurais pu croiser son nom sur Voilà, une jaquette ou un truc comme ça c'est possible, ouais, si tu as déjà joué à des jeux d'Ubisoft. Sur quel projet notamment est-ce qu'il travaille? Ça, c'est une excellente question. Tu sais pas? je les ai pas en tête là. Ça marche. Mais bon voilà, c'est donc lui c'est son truc. Il a développé donc ce premier site, ensuite a recréé l'architecture et est en train de créer actuellement le Sci-Fi Universe 2.0 qui sera Ok, ouais. voilà mis en ligne normalement cette Alors, année. moi, j'ai lu sur le site que vous étiez une quinzaine sur ce projet. 15 personnes à travailler de manière permanente sur Voilà, le c'est site. ça, 15 rédacteurs en fait, donc qui s'investissent à des degrés plus ou moins divers, suivant le temps qu'ils ont envie de passer sur le site. D'accord. Ça peut être 2 heures par semaine ou pour certains 5 heures par jour. Ça dépend. Et puis c'est eux qui font vraiment tourner le site, quoi. Qui font les actus, les fiches, le référencement, les critiques. Toi, tout tu ça. t'occupes surtout des jeux, c'est ça? Moi, alors au départ, je suis rentré pour faire, je suis rentré dans la section cinéma. D'accord. Et à la même période, Nicolas Lamberti donc a commencé à créer la section jeux. Et puis donc comme on était rôlistes tous les deux, il m'a proposé de venir avec lui et puis de faire démarrer la section jeux. Donc au début, on n'était pas très connus, on n'était pas un site très connu pour le jeu de rôle. Ça ne marchait pas terrible la section jeux. Et puis voilà, au fur et à mesure, quand même, on a la chance en fait d'avoir tout un public qui vient essentiellement pour le cinéma et la littérature et qui ensuite va pouvoir rebondir sur diverses fiches. Et donc la section jeu a commencé à augmenter petit à petit. Le référencement va devenir meilleur, notamment en termes de nouveautés. Au niveau de l'encyclopédie, on n'est pas au niveau du GROG, mais bon voilà, on essaie au moins de se Quand tenir même, à hein. jour. À part, Quand même, vous commencez à avoir un sacré niveau. Hein. Il y a quand même pas mal de fiches, pas mal de critiques, ouais, sur les jeux, oui. Et puis bon, voilà, au fur des et à mesure- interviews. Ouais, disons que ça a bien progressé. Les éditeurs ont plutôt bien joué le jeu quand on faisait des événements, Cannes ou le monde du jeu, la Gen Con, Ouais. se prêtait au jeu des interviews. On a récupéré 2 rédacteurs, ce qui fait que maintenant on est 4. 5 même sur la section jeu vu qu'il y en a un qui vient d'arriver. Et puis bah du coup ça fait à 5 qu'on arrive à bien faire avancer le truc, quoi. Ouais,
C'est assez impressionnant en tout cas au niveau du travail. C'est pour ça que je me demandais. C'est tellement pro en fait que j'ai l'impression que moi j'étais sûr que c'était rémunéré en fait. Eh ben non. Alors le truc qui est pas mal, c'est que étant donné que voilà, on a l'image d'un site pro, ce qu'on n'est pas, mais les éditeurs sont assez contents, donc commencent à nous envoyer des services presse maintenant. Donc on est entre guillemets rémunéré de notre passion sous forme de service presse quand les éditeurs veulent bien nous en envoyer. C'est déjà pas mal. Hein. Ce qui est déjà pas mal. Ouais. Surtout quand on vous envoie des super jeux de qualité comme Sens Renaissance, Sens voilà par exemple. Alors là, c'est ça super. Ça commence à faire des bibliothèques bien garnies. Alors justement, si on s'est rencontrés, c'est avant tout parce que c'est toi qui as fait la critique de Sens. De Sens, ouais. Et puis tu voulais nous poser 2-3 questions au sujet de Sens. Oui, quand même, pour que déjà les auditeurs du monde de l'imaginaire savent ce que c'est que Sens. C'est-à-dire que moi, j'ai découvert ça par hasard à la première édition de Cidre et Dragon où t'étais venu. Ouais. Et puis comme j'étais organisateur à l'époque, j'avais pas eu le temps d'aller te voir parce que j'étais à droite à gauche. Mais bon, du coup, après en me renseignant sur Internet, j'avais commencé à voir ce que c'était. Mais je pense que t'es quand même le mieux placé pour parler de ton jeu, quoi. Bah écoute, Sens c'est un jeu de philo-fiction, donc qui a pour but de faire en sorte que les joueurs s'intéressent et s'interrogent tout au long de l'histoire, tout en s'amusant à des questions de philosophie, avec des thématiques emblématiques comme la liberté, le déterminisme, etc., etc. Si Thomas était là, je vais parler pour lui, c'est quelqu'un qui travaille sur le blog de la cellule. Il te dirait que lui, il en avait rien à faire de la philo et qu'il était surtout là pour jouer des gros bourrins qui allaient buter des gros méchants dans l'espace. Ouais. Donc c'est une coproduction. La petite voix que vous venez d'entendre n'est autre que celle de Flavie Garnier. Coucou. Et donc qui fait partie des gens qui ont vraiment aidé au développement du jeu, parce qu'à la base, Sens c'est avant tout une espèce d'aventure dans un univers peut-être connu de certains de vos auditeurs, un univers de jeux vidéo qui s'appelle Metroid, et d'une déclinaison un peu plus horreur, un peu plus fantastique de Metroid. On a commencé à se poser des questions autour de cet univers grâce à ces joueurs que sont Flavie, Thomas dont tu parlais. Et donc c'est avec ça qu'on a commencé à créer un jeu de rôle un peu plus, on va dire, un peu plus évolué que ce que l'univers de Metroid nous promettait à l'origine. Et donc voilà pour Sens. Mais t'as pas des questions particulières à poser. Tu m'as collé quand même un 7,5 sur 10. Oui. Donc ça veut dire que tu dois avoir pas mal de questions et de critiques. Ah là là. Le vieux règlement de compte. Vas-y. Alors déjà, il faut préciser que c'est un jeu que tu as auto-édité, Sens. Absolument, je suis ce qu'on appelle un auteur indépendant. Et je tiens à cette notion d'auteur indépendant, c'est important. C'est-à-dire que je suis pas un amateur, je suis un professionnel indépendant. C'est une petite nuance que j'apporte. C'était la question que je m'étais posée, c'est savoir si tu avais proposé le jeu à des éditeurs posés sur le marché. Oui, voilà. Oui, il a été proposé. Il a été proposé notamment aux éditions John Doe, qu'on a eu l'honneur de recevoir en podcast le mois dernier. Et ceux-là n'en ont pas voulu parce que ils ont trouvé que c'était trop ambitieux. Ce sont les mots de Grumpf, de LG. Ils trouvaient ça un petit peu trop ambitieux. Pour autant, il avait mis le projet de côté. Il se disait pourquoi pas, ça peut être intéressant, etc. Mais bon, vu qu'ils avaient leur propre projet et qu'ils n'avaient pas l'air d'être prêts à l'éditer le plus rapidement possible, j'ai préféré à m'allier, on va dire, à la communauté de Silent Drift et des auteurs indépendants et devenir indépendant. Mais ça a été proposé à des maisons d'édition professionnelles. J'ai eu des propositions à droite à gauche. Parce que c'est vrai que quand on voit ce que sort John Doe actuellement, leur ligne éditoriale, c'est vraiment les petits jeux, les bursts, vraiment très faciles à prendre en main, ce que n'est pas Sens en fait. Pas du tout, non. Mais ce qui leur plaisait en fait dans Sens, c'était le côté épisodique du jeu, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté, on va avoir un scénario qui va représenter un peu un épisode d'une série, et puis etc. Ça leur plaisait beaucoup, c'était dans la droite lignée de ce qu'ils voulaient proposer, avec des jeux notamment comme Final Frontier, ce genre de choses. Je crois que c'est ça, Final Frontier, le Space Up un peu. Donc il y avait des points communs, puis il y avait des grosses différences. Et puis bon, voilà, ça s'est pas fait, mais bon, ça aurait pu se faire, je pense. Il y a un monde parallèle dans lequel Sens a été édité par John Doe. Je crois. Le retour du grand ancien qui était parti dans les soutes. Oui, voilà. on fera le petit insert à MDI tout à l'heure, parce que j'ai dû louper une partie de. Écoute, on est passé directement de sci-fi à Vincent, à ses critiques à 100. Et puis on reviendra, de toute façon, dans l'espace, à un petit créneau, ça gêne personne. Un vaisseau spatial, ça peut toujours faire des créneaux. Mais ça pose pas de problème. Donc moi j'avais une question par rapport, pour revenir dans le sujet, à Sens Renaissance. Vincent a abordé justement sur le thème, sur le fait de proposer aux éditeurs. Moi je voudrais poser la question par rapport au nom.
sens, renaissance, c'est sûr que ça claque moins un peu comme Flavie disait tout à l'heure, buter des monstres et tout, que d'autres illustres ancêtres, donjons et dragons. On sait à quoi on s'attend. Métal Adventure, on sait qu'on va s'en prendre du métal et de l'aventure, peu importe, enfin bref le nom, mais il y a des noms comme ça qui sonnent et on se dit, on sait tout de suite, sens, renaissance. On sait pas. Moi j'ai pas posé de notes, j'ai pas de notes, je travaille pas à TIFU. Ou SFU pour faire plaisir à Vincent. Donc voilà, Sens Renaissance, on se dit mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais non, c'est clair. Ce nom en fait, à la base, ça devait s'appeler Sens tout court. Le problème, c'est que c'est pas facile pour les moteurs de recherche de trouver Sens tout court. Donc il fallait quelque chose d'autre. Ça peut... Alors finalement, j'essaye d'imposer de plus en plus le nom Sens Exalogie parce que c'est composé de 6 bouquins. Mais là, à la base, le jeu s'appelle Sens tout court. Sens pourquoi ? Pour le terme de signification. Qu'est-ce que le sens de la vie, le sens des mots qu'on emploie, sens aussi pour la sensation, sens la sensibilité, les yeux, les oreilles, etc., etc. Parce que sens est une espèce de dieu qui possède en fait une grande partie des sens humains, mais puissance 10 000, on va dire. Enfin, il a ce qu'on appelle les sens parfaits, c'est-à-dire où il voit tout, il entend tout, il sent tout, etc. Donc il y a ce côté sensation et sens c'est l'adversaire, l'antagoniste en fait du jeu. Donc il représente à la fois les sens et à la fois quelqu'un qui a tous les sens. Enfin c'est un trip métaphysique, mon cher Eric. Oui, et puis à la base, la fiche de personnage, il y avait des grosses caracs de sens. Voilà. On fallait booster ces 6 caracs de sens. Voilà, pour devenir très fort à une époque très reculée. La vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, etc. D'accord, donc on pouvait essayer de battre Sens. Voilà, exactement. C'est toujours ce que propose le jeu d'ailleurs. D'une manière un peu différente, mais c'est toujours ce que propose le jeu. Au moins si ce n'est de le battre, au moins de l'égaler, d'avoir la même vue que lui, etc. Enfin, il y a certains archétypes de personnages qui proposent d'explorer en fait les sensations comme ça. Alors, je vais, avant de donner la parole à Vincent, mais une question qui me taraude, parce que sinon ça va voilà, je vais t'embêter tout le temps. Alors, tu as donné le nom, Sens, Renaissance. Sens, c'est le nom d'une divinité. Tout à fait. Tu as parlé de philo tout à l'heure, ou tout au moins d'ambiance... de réflexion. Philosophique. Ouais. Généralement, dans les grands débats philosophiques, on se dit toujours effectivement Dieu, pas Dieu, pourquoi Dieu, et voilà. La question du sens, en fait. Voilà, la question du sens. A-t-elle du sens ? Voilà, a-t-elle du sens ? Et mélanger quelquefois, des choses comme la philo qui, par certains côtés, peut paraître anti-Dieu, c'est-à-dire on va essayer de tout faire pour pas dire qu'il y a de Dieu, justement que nous, hommes, on peut faire les choses comme des grands. Ouais. Et puis voilà, apparaît dans un jeu comme ça de philo, un dieu, une divinité. Ouais, ça reste un concept bien utile quand même. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que autant on peut ne croire ou ne pas croire en un dieu omniscient, omnipotent, etc., autant on ne peut pas nier que la sélection naturelle a fait de nous des êtres croyants. On a besoin de croire pour avancer, pour voir plus loin, pour avoir envie d'évoluer, en fait, tout simplement. Cette perfection qu'on cherche à atteindre et qu'on n'atteint jamais. Ce désir d'être de plus en plus fort, de plus en plus maître de son destin, etc., etc. Tout ça, ce sont des choses que l'on attribue, enfin, en tout cas, dans leur forme aboutie, que l'on attribue à Dieu. Et donc, même si, en tant que philosophe, on peut nier l'existence d'un Dieu ou d'une religion révélée ou quoi que ce soit, il n'en reste pas moins que c'est un concept, en fait, dont on peut avoir besoin pour réfléchir. Moi, je suis déiste, je crois en aucune des religions révélées, mais je pense que Dieu existe et qu'un Dieu, en tout cas, existe, voire des dieux, j'en sais rien du tout, et que une des quêtes, en tout cas, que je me suis fixé en tant qu'auteur de philosophie, c'est d'essayer de découvrir ou de mettre des mots dessus ou de comprendre un peu plus à quoi, justement, ce concept sert notre société ou notre humanité. Donc voilà, c'est un peu un des thèmes aussi de Sens. Alors je redonne la parole à Vincent, puis après on se fera juste une petite virgule musicale, puisque... Voilà, moi j'avais une autre question en fait qui était vraiment bassement terre à terre. Vas-y, fais péter. On parle beaucoup du jeu, du concept et de la philosophie du jeu, mais de manière très pragmatique en fait. Ouais. À quel genre ça pourrait être de l'action, ça pourrait être du Medfan ou de la SF. À quel genre tu le raccroches ? Pour moi c'est clairement de la science-fiction.
c'est clairement de la science-fiction. On appelle, enfin plus exactement de la philo-fiction, comme je te disais au début. C'est de la science-fiction qui a pour vocation de faire réfléchir, quoi. Vraiment, ce serait proche d'un Kadik ou ce genre de truc, si tu veux, dans l'inspiration. Moi, mon inspiration principale, c'est Dune de Frank Herbert, hein, avec Metroid dont on a parlé tout à l'heure, mais ça c'est plus pour le visuel, on va dire, puis le côté fun, Metroid, et puis par contre pour la côté réflexion, vraiment Frank Herbert. Enfin voilà, c'est de la science-fiction, voire même du space opéra sur certains côtés. Enfin, plus science-fiction quand même, par rapport à ce qui s'est passé dans quasiment toutes les tables. À chaque fois, il y a des gros scientifiques qui finissent par créer des choses autour de la table. Enfin, on est vraiment dans un univers beaucoup plus science-fiction que space opéra. Ouais, quand même, il y a des vaisseaux, il y a des combats dans l'espace. Quand on voit que dans Sens Cosmo, Agonis se fait des quadrillas dans l'espace à grands coups de lance-plasma, on est quand même aussi dans une... Je pense à Bobo et moi, pour ceux qui écoutent le blog de la cellule, ils doivent s'en rappeler. On a vraiment tourné ça vers la science-fiction, où on créait des objets pour aller plus loin au niveau de l'être humain, etc. C'était vraiment plus un délire science-fiction. Il y a une petite question, il y a une époque prédéfinie. C'est dans un futur indéterminé. C'est-à-dire qu'on sait pas, on dit que c'est 1000 ans après Ignos Première, qui est une impératrice qui a vaincu un certain système qu'on appelle celui de la cellule. Donc c'est un rapport avec le nom de ce blog, évidemment. Et donc il y a une tyrannie en fait qui s'était érigée à cette période-là, et Ignos Première, la première impératrice, l'a vaincue et a créé un empire. Et là, on est 1000 ans après la création de cet empire, mais on sait pas. On suppose que c'est, si le bloc de la cellule correspond bien à cette tyrannie de la cellule, on peut comprendre que c'est en 3000 et quelques à peu près. Mais au niveau technologique, c'est pas du tout développé comme on pourrait le croire, ou comme c'est plus du futuriste tel qu'on l'imaginait dans les années 80. Moi, souvent comme référence pour les vaisseaux spatiaux, ce genre de choses, j'ai souvent Alien 1. Vraiment, l'idée de cette grosse poubelle qui avance dans l'espace. Le film de Ridley Scott à ce niveau-là est particulier. Donc c'est pas vraiment réaliste. C'est pas non plus 2001 l'Odyssée de l'espace. Il y a quand même, c'est pour ça que je prêterais plus une sorte de rétro-futur. Ouais, voilà. Enfin, rétro-futur, c'est vraiment un style bien particulier. Mais je prêterais ça plus à du space opéra quand même, malgré tout. Parce que les vaisseaux font du bruit dans l'espace, ne serait-ce que ça ferait bondir Arthur C. Clarke de dire un truc pareil, je pense. Oui, ou n'importe quel scientifique. Oui, ou n'importe quel scientifique. Non, mais je pense à Arthur C. Clarke, parce que j'avais lu, justement, on en parlait en préparation de ce podcast, l'introduction, en fait, de Rendez-vous avec Rama, où il essaye justement de distinguer la vraie science-fiction de celle qu'il appelle l'usurpatrice, un peu le space opéra Star Wars, en fait, qu'il condamne à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que je dis ça, mon cher Vincent. Voilà. Mais peut-être que tu voulais avoir une considération plus technique. Ta question avait plutôt cet aspect-là Non, déjà, il répond pas mal, quoi. C'est à quoi on joue, voilà, grosso modo, c'est ça. De manière très pragmatique. Space opéra, des gens qui luttent contre un tyran, qui possèdent des ordinateurs qui le rendent omniscient, et eux échappent complètement à son déterminisme, on va dire, à sa manière de voir le monde, etc. C'est des ordinateurs à la M-DOS, quoi. Ouais, c'est des vieux PC dégueulasses avec des mais fonds. qui savent lire le destin, donc ils ont été un peu boostés. Des MS Destin, quoi. Un truc comme ça. Puis de Darren Aronofsky, tu as vu Ah oui, bien sûr. Ouais, en fait, oui, c'est aussi une source d'inspiration. D'ailleurs, on parlera beaucoup des mathématiques dans ce sens, que moi, ma formation, c'est de philosophe analytique plus que philosophe de l'existence et tout ça. À propos de sources d'inspiration, excuse-moi, j'avais aussi une question technique. Vas-y. Donc, tu parlais de Metroid. Oui. Alors, à un moment, t'as pas été très clair. Ouais. J'ai l'impression que tu parlais que ça se passait un peu dans l'univers de Metroid. Oui, alors il y a... est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est vraiment dans l'univers de Metroid? Ah bah écoute, ça je peux pas dire que c'est dans l'univers de Metroid parce que j'ai pas les droits ni quoi que ce soit, mais il y a des indices en fait, il y a des indices qui laissent penser que c'est dans l'univers Metroid. Par exemple, à un moment donné dans la base, on nous parle des Chozo qui sont des créatures qui existent dans l'univers de Metroid, enfin en tout cas c'est comme ça que les Américains les ont appelés. Donc ils sont une espèce intelligente qui aurait créé certaines technologies, etc. On en parle. On parle aussi de la variété
Materia, qui est une des matières connues de Metroid. On parle, enfin, plein de choses comme ça qui laissent penser que, mais D'accord. on sait Bon, pas. en fait, dans ton esprit de créateur, ça se passe dans l'univers de Metroid, mais officiellement, ça ne l'est pas. C'est un autre univers. Oui, c'est une ouverture possible. C'est un crossover possible, en fait. J'ai laissé la possibilité sans pour autant savoir. Déterminé. Ouais, sans pour autant déterminer à fond. D'accord. Parce qu'au niveau de la technologie, c'est pas du tout Metroid, à part pour les répliloïdes. Non, parce techniquement, si Sens tient une place dans l'univers de Metroid, il serait avant toutes les histoires qu'on nous raconte dans Metroid. Voilà. Le vaisseau MDI va reprendre un petit peu la route et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de ce monde de l'imaginaire quelque peu spécial, ce podcast imaginaire, ce podcast plein de sens. Enfin bon, j'ai du mal à Podcast de trouver. la cellule imaginaire. Voilà, voilà, on va faire un crossover, on va l'appeler comme ça, le podcast de la... Ça fait, par contre, les initiales, me demandez pas. Hein. Ouais, non. PCDM. Le PCDM, tiens, chez moi, ça correspond à quelque chose, mais c'est bon, c'est autre chose. Bien, voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes, justement, avec quelques petites musiques que Romaric nous a ramenées. Et qui illustre depuis tout à l'heure. Le vaisseau essaye de se remettre un petit peu sur les rails, mais il a du mal. Donc on se retrouve pour le PCDM là d'ici quelques minutes. On se retrouve et aussi accessoirement, parce que le directeur est pas loin, sur TSF 98. Moi, je l'ai dit.
Eh bien, nous revoici avec vous, le MDI. Ouais. Non, nous revoici avec vous. Non, alors là, on sait pas trop. Hein. La bataille des Non, mais il égos. faut que tu regardes autour de toi, ça ressemble pas du tout à l'endroit où on enregistre habituellement. Utilise tes sens. Ouais. On se regarde, il y a plein d'affiches d'une autre époque. Bon alors, et quand est-ce qu'elle vient ta critique de Sens Mort là? Eh ben, elle va pas tarder en fait. J'étais un peu occupé en ce moment et puis du coup je vais pouvoir te la faire. Du coup, comme ça tu seras pas surpris. Ouais, c'est vrai. Alors j'avais critiqué sur Sci-Fi Universe Sens Renaissance. Je trouvais que c'était un jeu qui était très ambitieux en fait. Ah bah tiens. Ouais, voilà. T'as pas déjà entendu ça quelque part dans une émission de radio ou un podcast, je sais plus. Hein, ouais, je m'y perds. Mais enfin, tu vois, c'est quelque part ça m'étonne pas non plus que certains éditeurs, voilà, les laissent de côté en fait, parce que bon, c'est un jeu qui est gourmand hein, quand même en termes de temps. Le MJ doit préparer des choses. Non, ouais. après, je sais pas. Enfin, toi, tu considères ça comme un défaut? Non, je considère ça comme un point à relever en fait. D'accord, hein. ouais, c'est important. Oui, t'as raison. Bon, quand les gens l'achètent, en fait, il faut qu'ils sachent que c'est pas un jeu clé en main où on va pouvoir faire jouer sa soirée. Il y a quand même un temps de préparation avant qui est conséquent. Déjà, si je peux me permettre un commentaire, il faut déjà que les gens sachent que c'est un jeu. Ouais. Là, j'ai l'objet dans les mains, le livre. On l'ouvre, on n'a pas, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend quand on se dit bah ça c'est un jeu. Ouais. Ça n'a pas le format du jeu de rôle. Ouais. Non, souvent les gens c'est voulu, je pense. Oui, c'est voulu bien sûr. Je voulais en fait quitter le traditionnel format A4 avec couverture cartonnée, ce genre de choses. Moi, c'est ce que je voulais faire, c'était plutôt un espèce de un visuel de roman en fait. Parce que, comme vient de le dire Vincent, il y a un énorme travail. C'est un jeu à interpréter. En ce moment, c'est ce qu'on entend et ce qu'on lit beaucoup sur le forum de Sens. Et les gens finalement disent, c'est de la philo-fiction, mais c'est surtout un jeu à interpréter. C'est-à-dire, donc du coup, plus quelque chose qu'on doit lire, puis interpréter, digérer en tant que maître de jeu, et ensuite restituer à ses joueurs de la manière la plus fidèle possible. Fidèle à qui? Certainement pas à l'auteur, plutôt à son interprétation de l'univers de Sens. Et là, se pose pas un problème de, je pense que tu viens de parler de ta critique, mais est-ce que se pose pas un problème de se dire, est-ce que les joueurs vont avoir la même interprétation que moi? Et si c'est pas le cas, est-ce que ça va pas poser de problème? C'est ça qui est intéressant. Moi, je pense que, alors, donc, les maîtres de jeu qui en ce moment maîtrisent Sens se réunissent sur le forum de Sens pour la plupart. Je sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui jouent et que je ne connais pas. Je suis sûr même qu'il y en a d'autres qui jouent que je ne connais pas, mais ceux sur le forum de Sens ont des interprétations qui sont très très proches des miennes, si ce n'est les miennes. C'est-à-dire que là-dessus, le livre remplit bien son office. J'ai la sensation quand même que celui qui veut maîtriser Sens et celui qui licence se retrouve finalement avec des idées ou des thématiques qui sont très très proches de celles que je voulais qu'il ait lorsque j'ai écrit le bouquin. Pour l'instant, ça fonctionne. Donc le pari ambitieux est tenu. Maintenant, ça correspond peut-être aussi à une façon de jouer et de préparer. Enfin, moi, je sais que le groupe de rôlistes qu'on est a tendance à faire ça avec tous les jeux en fait qu'on a. On fait jamais ce qu'il y a vraiment prévu dans la base. On réinterprète toujours ce qu'on lit dans la base pour jouer un truc un peu à notre sauce. Donc au final, ça correspond vraiment à une façon de jouer. Je pense pas qu'on soit les seuls à l'avoir d'ailleurs. Oui. Même de grands anciens qui disaient que voilà, le bruit des dés derrière le paravent. Mais bon, voilà. À ce propos justement, dans ce jeu-là, il n'y a pas de dés. Il n'y a pas de dés, c'est sans dés. Parce que vu que Sens défend une position déterministe de la vie et de l'histoire de l'univers, je pouvais pas mettre des dés dans cet univers, c'était impossible. Et puis surtout, les dés me détestent. Je déteste les dés. C'est vrai que tu perds toujours. Faut savoir que nous, on a une tradition. On joue beaucoup au Magic. D'ailleurs, nos auditeurs nous font souvent remarquer qu'on fait plein de blagues autour de l'univers de Magic, l'Assemblée. Et par exemple, au début, pour commencer les parties, on lance un dé pour savoir qui commence. C'est celui qui fait le plus grand qui commence. Faut savoir que je commence une fois sur 10 seulement. Ça, on a fait le calcul, on a regardé. Je commence une seule fois sur 10. C'est-à-dire, les dés me détestent. Me déteste vraiment. Et au-delà de ça, ça correspondait aussi à notre façon de jouer. En fait, on a une façon de jouer très dite roleplay, où au final, les dés, on finissait par jamais les lancer parce que on jouait avec notre façon de faire, avec notre parole. On se dit, ça sert à rien. On préférait vivre et décrire le combat plutôt que de lancer les dés pour le déterminer en fait. On s'en fichait à la limite. On a été éduqués nous au Chevalier du Zodiac. On jouait à un jeu de rôle que j'avais inventé, donc des Chevaliers du Zodiac. Et vraiment, on se moquait complètement du résultat du lancer, puisque de toute façon, à un moment donné, on allait se retrouver à terre
vaincu par le grand méchant qui allait rire avec son rire sardonique, nous mépriser, puis ensuite se relever avec notre cosmos à balle pour lui éclater la tronche. Donc on avait vraiment pas besoin d'aider, quoi. Donc, Et je trouve que l'aider, c'est contre-immersif. Moi, je suis désolée, je suis dans l'action, à un moment, on me dit, attends, arrête de parler, sors de ton personnage et lance le dé sur la table. Moi, j'ai jamais aimé ça. Moi non plus. Donc du coup, naturellement, on a désiré faire un jeu de rôle sans dés. Alors, question corollaire de ma remarque, comment se résolvent les actions, hormis l'aspect roleplay dont Flavie vient de nous parler? Eh bien, en fait, tout simplement par comparaison. C'est-à-dire qu'on a dans Sens 6 runes qui déterminent l'univers, la rune de vie, la rune de mort, la rune de cosmo, la rune de chaos, la rune de néant et la rune de création. Et chacune détermine certaines choses. Par exemple, la vie, c'est la joie de vivre, la nourriture, bien être en bonne santé. La mort, c'est être tourné vers le passé, pas en bonne santé. Fumer des cigarettes, ça rapporte de la rune de mort, par exemple, alors que faire un bon repas, plutôt de la rune de vie, etc. Et donc, fonction de ça, on va avoir une rune qui va plutôt être orientée vers la défense et une sur l'attaque. La mort sur l'attaque et la vie sur la défense. Il n'y a pas que Sens et mort, hein. Il y en a pas. Non, il y a la 6 création autres. et le néant. Encore une fois, il y a le chaos et le cosmo. Le cosmo, c'est ordonner, organiser le réel, et le chaos, c'est y semer le bordel. Donc, ce qui compte dans ce sens, c'est l'intention. C'est l'intention qui compte. Si vous voulez donner la mort, c'est la rune de mort qu'on va regarder. Et on la compare à la rune de vie de celui à qui vous voulez donner la mort. Et si sa rune de vie est supérieure à votre rune de mort, eh bien, vous ne réussissez pas. Et inversement, si votre rune de mort est supérieure à sa rune de vie, vous réussissez l'action. Donc, c'est toujours une comparaison. Maintenant, ce qui compte et ce qui prévaut dans le système, c'est ni les runes, ni quoi que ce soit, c'est avant tout la cohérence. La cohérence. Est-ce que c'est cohérent que ton personnage réussisse son action à ce moment-là ou pas? Et donc tous les joueurs vont être amenés à juger de la cohérence d'une action au fur et à mesure de la partie, par le biais de ses runes évidemment, et d'autres choses qu'on appelle des faits. Chaque personnage se décrit sous forme de faits, et si on a le fait « je suis mécanicien », c'est cohérent qu'on réussisse un jet de mécanique, etc. etc. Alors c'est marrant que tu aies parlé de Magic tout à l'heure, parce que bon, tu en aurais pas parlé, je t'aurais posé la question, mais ça me fait penser à Magic. Donc maintenant c'est un petit peu dommage, puisque évidemment tu vas en parler. Je repensais quand tu évoquais ça, à aussi un des tout premiers jeux de Wizard of the Coast, qui était un jeu de rôle, puisqu'ils ont fait du jeu de rôle aussi au début. Il y avait toute une succession qui justement décrivait tout un tas de que j'ai et qui décrivent tout un tas de systèmes enfin c'était plus un système générique pour créer des divinités, des systèmes de dieux. Bon alors ça allait du grand classique, dieu de la foudre, du machin et tout, mais aussi avec des petites choses. Je sais plus, j'ai le nom en tête, mais je n'arrive plus à le retrouver. Tu le retrouveras. Il y avait Pawns pour les pions, il y avait Chessboard, l'échiquier. Enfin, ça correspondait un petit peu à un jeu d'échecs. Et donc le créateur de Magic, Richard Garfield, lui, c'est que j'avais rencontré à Paris pour lors du premier Pro Tour il y a très longtemps, et on en avait discuté justement, et c'était il y avait cet esprit de jouer. Bon, le Magic, c'est ça, on connaît toutes les couleurs. Moi, j'étais Magicer très longtemps. Donc on retrouve un peu de manière très schématisée. Complètement. C'est-à-dire que même les runes, sans les cartes, même les runes sont un peu l'équivalent des couleurs de Magic. J'y avais pensé. Et on retrouvera d'ailleurs dans Sens Néant où les éléments auront un impact. On retrouvera les couleurs de Magic vont se faire sentir. D'accord. Donc mais le rouge Fireball dans ta tronche, la combo. Non mais la combo Lotus Noir et tout. Tiens, en un tour t'es mort. Non. Si c'est possible, si tu as fait, je joue au Magic. Oui, voilà, c'est ça. Avec parce qu'on a un système avec les immersions où on peut utiliser ce qu'on fait dans la réalité pour intervenir dans la fiction. Aider son personnage dans la fiction, ouais. En fait, ça, c'est un des gros trucs de Sens. C'est que les joueurs et leurs personnages se retrouvent sur la fiche de personnage ensemble, réunis. On a inscrit d'un côté de la fiche les faits du joueur et de l'autre les faits du personnage. Et le joueur va pouvoir venir aider son personnage dans la fiction à l'aide de ses propres faits. Genre toi, Eric, t'as ton permis de conduire, ton personnage l'a pas. Tu vas pouvoir dépenser des points d'immersion pour tricher et donner la capacité de conduire à ton personnage. De la même manière, si t'es fan des Chevaliers Zodiac, par exemple. Non. Bon, si t'es fan de Star Trek, par exemple, tu vas pouvoir aider, tu vas pouvoir faire en sorte que ton personnage, par exemple, se retrouve d'un seul coup avec, une Horta géante pour l'aider en tant que chien de chasse, ou alors, je sais pas comment on appelle les phasers dans Star Trek, les phasers. Les phasers, voilà, d'accord, ok, très bien. Donc voilà. Il me semblait bien que c'était les phasers. Mais bon, donc voilà, un phaser. Ça se règle, hein. Il y a un petit bouton pour tourner. On voyait bien le petit monsieur et tout, puissance machin. Non mais bon voilà, donc il y a tout ce système là aussi de la réalité, du rapport entre la réalité et la fiction qui fait le corps du jeu. C'est d'ailleurs une des raisons aussi pour lesquelles j'ai eu du mal à me faire éditer. Enfin en tout cas pour lesquelles j'ai pas trouvé d'éditeur, c'est que
cette réalité introduite dans la fiction dérangeait un petit peu. Mais bon, Ça faisait trop écho à certaines émissions Exactement. télévision de quelques années auparavant. Exactement, ouais. Non, c'est vrai qu'il y a eu ce côté aussi, il y avait cette petite réticence due au fait que on allait, disons, confondre un peu parfois la réalité et la fiction en jouant son propre personnage dans une fiction, etc. Enfin, le joueur allait jouer lui-même dans une fiction. Enfin, Oui, mais alors là, on pourrait faire une petite digression là-dessus. Même si on joue au plus basique du porte-monstre trésor Ouais. dans un univers médiéval fantastique et qu'on joue un gros barbare et qu'on mesure 1m20 avec des petites lunettes et petits machins comme ça, le fait de jouer le gros barbare, évidemment, c'est pas nous, c'est pas le petit personnage, mais en fait, au fond de lui, il y a quelque chose qui se dit, voilà, moi, j'ai de la haine, Oui. c'est sûr que ce sera autour de la table, dans le Je vois ce visuel, que ce tu veux sera dire. pas crédible, mais le mec, il va donner quand même un petit peu ou pas de quelque chose pour Alors, se sortir de lui. C'est peut-être bon. quelque chose qu'il a une parcelle Bien infinitésimale sûr. en lui, quoi. Bien sûr, Eric, mais une chose est de dire cela, de dire qu'il y a une part de nous dans chacun de nos personnages, et une chose est, à un moment donné, dans le sens, les personnages sont amenés à visiter un laboratoire et découvrent peu à peu que eux-mêmes, en tant que joueurs, sont les responsables des actions qui sont menées dans ce laboratoire, en l'occurrence du clonage humain et ce genre de choses. C'est-à-dire que les joueurs sont investis dans la fiction de sens. On s'aperçoit en fait que les joueurs ont un impact sur l'histoire du jeu, et On parlait de ça a dérangé. Ouais, mais on parlait de Star Trek tout à l'heure. Je voudrais faire un petit parallèle par rapport à ton jeu. Justement, on retrouve un peu le principe du holodeck ou des simulations Ouais. comme ça virtuelles. Hein, je crois que j'ai touché là encore une fois non, mais c'est vrai Bien que sûr. on retrouve un petit peu ce côté. Voilà, j'ai un personnage, je suis Picard, machin et tout, et hop, j'arrive dans le holodeck, je reste toujours Picard, mais sous les traits. Et puis, en fait, il y a du Picard derrière quand même. Ouais, mais Bon. En fait, je sais pas si tu vois bien ce que Sens propose à ce niveau-là. Ah bah alors justement, je vais dire tout de suite par rapport à Vincent, moi je n'ai pas Ouais. lu le jeu dans le détail. J'ai lu la critique de Vincent, ça c'est clair. C'est mon principal pourvoyeur maintenant. Hein. Et puis évidemment tout ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur le net. J'ai fait, comme je te l'ai dit hors antenne tout à l'heure, début d'émission, un petit peu d'espionnage, comme je savais que t'allais dire, un petit peu d'espionnage industriel, Ouais. voir un peu, voilà. Et donc moi là, je me mets comme beaucoup, je préfère dire plutôt que je vais faire la critique du jeu en ayant l'air savant et tout. Non, je me mets dans l'optique de l'auditeur, que ce soit radio ou podcast, Et tu as bien lambda, raison. qui se dit, j'en ai déjà entendu parler, là, j'ai lu une critique sur Sci-Fi ou. Une très bonne critique. Vincent, Mais voilà, je voudrais. justement, Vincent, est-ce que tu abordes ce côté réalité fiction et tout ça dans ta critique? Je me souviens pas. Je crois pas. Je crois que tu abordes vraiment, toi, tu t'es plutôt parti dans l'optique de faire une critique pratique pour le MJ qui veut acheter le jeu puis c'est pas trop ce qu'il y a à l'intérieur, quoi. Oui, voilà. Ouais. Moi, j'avais abordé ça quand même, parce que T'as lu le quand je bouquin l'ai- quand même. Non, mais moi, quand je l'ai testé, bon, c'est vrai que j'ai réuni quelques réactions. C'est vrai que c'était quelque chose, bon, qui a bloqué certains joueurs, puis d'autres, on s'en foutait. Mais c'est vrai que l'immersion de la réalité dans le jeu, c'est quelque chose de politiquement incorrect, un peu, toujours dans le jeu de rôle. Hein, Mais même les rôlistes, quelquefois, s'autocensurent là-dessus. Ouais, Pour mais- revenir sur le sujet, ils se disent, oh là là, moi je préfère rester dans mon truc et tout. Et une espèce de tabou, quoi. Justement, moi, je fais partie des gens qui veulent que cesse l'autocensure à ce niveau. Je trouve que on peut faire des jeux qui parlent de la réalité. Enfin, je vois par exemple, je prends un exemple, un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Shadowrun, qui en fait, moi je trouve que l'univers dans lequel on vit en ce moment ressemble de plus en plus à celui de Shadowrun, de près ou de loin. Alors non pas qu'il y ait une espèce de goblinisation des gens et de la société, mais on sait jamais, on sait jamais. mais au niveau, en Ça, tout c'est cas, pas de vrai. la réalité économique, de la puissance de l'argent sur celle de l'État, enfin, il y a plein de thématiques chères à Shadowrun qui reviennent en fait dans la réalité à l'heure actuelle, enfin, qui Oui, arrivent comme des Et- des menaces. Et dans la réalité, ne dit-on pas que le grand dragon est en train de se réveiller? si, tout à fait. Mais bon, dans Mais je pense Shadowrun, ils sont aussi que plusieurs. ton jeu est entre guillemets une sorte de critique ou de prise de position par rapport au jeu de rôle. Je suis d'accord avec toi. Quand on joue au jeu de rôle, on apporte forcément un peu de ce qu'on est, sinon ce serait un peu stupide. Enfin, à mon goût, Ouais. je pense qu'on peut pas jouer un personnage sans apporter un peu de ce qu'on est, puisqu'on joue à partir de son propre vécu. C'est clair. Donc on peut pas créer tout un univers sans se montrer, quoi. Là-dessus, pas de problème, mais dans ce sens, encore une fois, moi, ce que je voulais, c'était vraiment faire un jeu qui parle de la réalité au sens où presque on joue dans la réalité. Enfin, je sais pas comment Non, m'exprimer. mais pour ça. l'avoir Ouais. joué pendant, je sais bien qu'au final, on finit presque par se combattre soi-même. Voilà, c'est ça. C'est ça la thématique. C'est mise en en tant abîme, son en fait. personnage va jouer Mise en quelqu'un qui va abîme. se combattre. C'est Vincent, tu Ouais, disais. c'est ça, mon c'est ami. pratique. C'est exactement ça.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que mais bon, après tout, on peut aussi se demander si les gens ne sont pas toujours une mise en abîme d'eux-mêmes. Quand on joue tous plus ou moins un rôle, moi celui de la personne qui vient interviewer parfois, et puis en dehors, je vais avoir un comportement différent. Je suis pas le même non plus quand je suis avec mes parents et avec mes copains. On joue tous constamment des rôles en fait. Et dans ce sens, justement, on a affaire à une divinité qui explique que c'est là le sens de son univers et qu'il dit de nous qu'on est tous un petit peu ces simulacres en fait et qu'on représente des choses il cherche à exprimer des choses par le biais des êtres qu'il a créés dans son univers, etc. Je regarde Vincent. Est-ce qu'il a une petite question? Parce que moi j'en ai une là, pour rester un petit peu dans ce que tu viens de dire. Non. Je voulais finir par la critique du jeu, puis de Sens-Mort. Donc la petite question. Alors la petite question pour terminer, puis aborder Sens-Mort. Tu as dit on interprète toujours quelqu'un dans la vraie vie, même si on s'interprète en tant qu'un tel, qui a un travail, qui a une activité, une passion, le jeu de rôle, qui fait du jeu de rôle et dans ce jeu de rôle où il interprète une part de soi-même. Donc au final, moi ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport à Sens Renaissance. Dans la vraie vie, on évolue, on peut changer, on peut être au départ timide et devenir faire de la radio ou parler, ou l'inverse, pour je ne sais quelle raison, changer d'attitude. Comment, dans Sens Renaissance, puisque tu dis que le personnage réel, entre guillemets, le joueur, a une influence sur le rôliste, sur le joueur plutôt, sur le personnage. Voilà. Donc, tu cherches à savoir comment est-ce que cette influence a lieu ? Grosso modo, comment on peut gérer aussi une évolution, puisque les personnages évoluent aussi dans cet univers. Je veux dire, est-ce qu'il y a une optique de progression ? Alors, je ne vais pas parler d'XP, je vais pas parler. D'accord. Voilà. En fait, l'idée, c'est qu'au début, le joueur ne sait rien. Le joueur ne sait rien du tout de ce qui se passe dans cet univers, de la même manière que son personnage. Et puis, au fur et à mesure des enquêtes, au fur et à mesure des révélations, au fur et à mesure des rencontres, il va commencer de plus en plus à en apprendre sur l'univers. Donc, le joueur et le personnage évoluent en parallèle pour ce qui s'agit de la connaissance de l'univers. Sens est un jeu à secret. Et donc, le joueur et le personnage vont finalement être amenés à se poser des questions en parallèle. C'est-à-dire, mais comment le joueur va constamment se dire, mais comment mon personnage réagirait à ce genre de choses ? Mais en fait, puisqu'il découvre en même temps les mêmes choses, et en fait, ce n'est plus le personnage qui réagit, mais bel et bien le joueur. Et donc, il n'y a plus cette distinction finalement entre le personnage et le joueur. Et donc, c'est comme ça en fait que les personnages progressent. C'est un système de progression par la révélation, par le secret qui est dévoilé, etc. Encore une fois, les personnages sont définis sous la forme de faits. Donc, ils vont rajouter à la fin de chaque scénario des faits qui leur semblent essentiels pour ce personnage. Genre, tiens, par exemple, on va avoir des personnages qui vont pouvoir dire, ils vont rajouter un fait, j'ai appris que un tel était en réalité au service de un tel. Ou au contraire, un autre personnage qui va inscrire sur sa fiche, mon Dieu, j'ai tué un individu. J'ai commis un homicide. Et donc, en fonction des faits qu'on va sélectionner, qui nous ont intéressés dans le scénario, les runes donc du personnage vont augmenter en conséquence. La personne qui est choquée de son homicide va plutôt augmenter en mort, alors que la personne qui nous inscrit un fait en rapport avec le savoir va plutôt augmenter en cosmo, etc., etc. Donc le personnage évolue en fonction de ce que le joueur inscrit sur sa fiche de personnage comme étant des faits importants du scénario. Donc pour terminer, c'est le jeu aussi dans lequel le joueur, une fois qu'il a fini sa séance, une séance conventionnelle autour d'une table avec le pchit orange, les gâteaux, tout ça, etc. Les granolas. Pas de pub, mon Dieu. Oula. Non, mais c'est pas grave. On recevra 2 palettes la semaine prochaine. Tu me donneras ton adresse, je te les enverrai. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, le jeu continue. Moi, c'est ce que j'appelle, il y a l'époque, il y a très longtemps, quand on continuait comme ça un petit peu le jeu hors jeu, on faisait des c'est-à-dire des intersessions, etc. Là, ça continue. Alors, ça continue à tel point qu'on gagne des points d'expérience quand on discute du jeu en dehors du jeu. Ça, je pense que c'est un des premiers jeux de rôle qui fait ça. C'est-à-dire que on l'a tous fait plus ou moins. Sauf que quand on voyait le regard des gens, qui le présente explicitement dans sa base en disant vous gagnez des points d'expérience si vous dites au maître de jeu
que vous vous intéressez au jeu, que vous vous questionnez, que vous posez des questions, quand on vient discuter avec le maître de jeu en dehors du jeu en lui-même, eh bien on gagne des points d'expérience. Enfin pas des points d'expérience, mais des points ce qu'on appelle d'immersion dans l'univers. Et ces points d'immersion vont retomber en fait sur le joueur comme des avantages, sur les personnages pardon comme des avantages. En fin d'émission, on donnera le planning de Romaric, puisque je sais que dans quelques semaines, il va y avoir, enfin dans quelques semaines, tu tournes sur les conventions, les événements en jeu. Ça va pas tarder, ouais. Ouais. Et donc on reparlera justement si vous voulez gagner un petit peu d'XP, ce sera l'occasion. Ouais, voilà, ce sera l'occasion. Vous allez sur le blog de la cellule aussi. Cliquez sur le blog de la cellule pour gagner des XP. Est-ce que discuter avec le créateur, ça rapporte plus d'expérience que discuter avec le MJ? Grande question. Ah oui, je sais pas. Comment sous doit le MJ? Et si Avec le des MJ si le créateur fait MJ en même temps, alors là, je vous dis pas, c'est l'extase totale. Allez, on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de la question. Merci de me couper. Non, mais c'est depuis le début. Je crois que tu as une malédiction. Non, comme mais ça. ouais, c'est non, comme mais ça. tu es à côté d'habitude, tu n'es pas à côté de Damien. Oui, c'est Damien, pour ça. alors petit aparté, intervention spatio-temporelle dans le retour du MDI. On quitte le PCDM, donc le podcast de la cellule du monde de l'imaginaire. Vous voyez comme je l'ai retenu? Parce que Damien, généralement, a toujours une malédiction avec le micro. Sauf que là, même pas. Donc même c'est pour pas. ça, j'en profite. Donc la malédiction vient de se reporter. Il voulait pas faire une critique de Sens Mort en avant-première. Mais oui, tu vois, et puis ça l'intéresse beaucoup, je pense. Ah ouais, j'ai trop. Attends, il m'a mis que 7,5 sur 10. Je ne trouve pas que ce soit une mauvaise note, cette émission. Pour poursuivre un peu les critiques de Vincent, c'est pas quelqu'un qui note généreusement. Bon, t'es à la fac, tu fais un partiel, t'as 15 sur 20, c'est pas mal, quoi. Non, voilà. Moi, ce que je reproche à Sens Renaissance, en fait, c'est que j'ai trouvé que c'était vraiment brillant sur la forme, mais que le fond ne suivait pas. D'accord. C'est-à-dire que, voilà, c'est pas écrit comme un jeu de rôle, ça propose vraiment quelque chose de différent, une expérience de jeu qui est différente. Et puis derrière, j'ai l'impression que le background, c'était presque un point de détail un peu négligé par le jeu. Et je trouve que voilà, dans ce sens mort, c'est vraiment corrigé, déjà parce qu'il n'y a plus besoin de reposer les bases du jeu, qui ont déjà été reposées dans Sens Renaissance. Donc du coup, le background prend une autre ampleur, une autre... voilà, qui est quelque chose qui m'a un peu plus intéressé. D'autres questionnements qui aussi m'ont plus intéressé dans Sens que dans Sens Mort. Dans Sens Mort que dans Sens Renaissance. Voilà, c'est une question d'affinité, simplement. Ils sont pas ni meilleurs ni. Donc tu trouves que les défauts de Sens Renaissance sont corrigés dans Sens Mort à peu près? Bah oui, parce que le background en fait prend vraiment une véritable ampleur, je trouve, dans Sens Mort, quoi. Ça donne envie de connaître la suite et de suivre l'exalogie, en fait, pour du coup. D'accord, ok. C'est exactement ce que je souhaitais faire, en fait. C'est que je voulais que Sens Renaissance, il y a un côté, on t'attire dans un truc, puis on t'en dit pas assez. Et par contre, pour Sens Mort, je voulais vraiment nourrir à fond le lecteur de plein d'idées, de références qui puissent plus organiser cette partie. Donc du coup, ça implique quand même deux défauts, en fait. Tu l'as dit, c'est un jeu de secrets. Ouais. Donc du coup, si dans la suite les secrets sont pourris, le jeu en prend un coup. Ah oui, par contre, ça c'est comme dans tous les jeux de secrets. Ah oui, non, ça c'est clair et net. C'est clair qu'on prend toujours un gros risque. Maintenant, j'ai confiance. Voilà. Et puis bon, l'autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas vraiment un défaut, mais il faut le savoir, c'est un jeu qui est quand même très très gourmand. Et c'est vrai que quand on le lit, on se dit, Sens Mort, c'est pareil. Hein. Oui. Moi, j'ai un peu l'impression d'être écrasé en disant la vache, il va falloir soit que je me consacre presque que à ça, et puis lancer ça en campagne, parce que du coup, en one shot, ça a un intérêt très très limité. Ah oui, non, ça n'en a pas, en fait. Techniquement, il faisait vraiment une campagne. Mais justement, c'est là que le blog de la cellule aide et est là pour aider les gens. C'est que, comme tu dis, il y a un énorme travail pour les maîtres de jeu. Et nous, ce qu'on voulait avec le blog de la cellule, c'est créer une communauté de maîtres de jeu pour s'échanger en fait les tuyaux, s'échanger les thématiques, les problématiques, comment on a traité tel ou tel problème dans le jeu, de manière à simplifier justement le travail, qui est pas que de la lecture, qui est aussi le projet vive en fait. Voilà, c'était ça un peu le but. Eric, je te veux faire les gros yeux, on dépasse complètement, on parle trop. C'est pas grave, mais alors il y a un truc qui me sidère aujourd'hui. Comment il a été gentil, Vincent. Ah ouais, t'es méchant. Non, je plaisante. Je suis non, méchant. tu aurais réalisé un nanar avec des mecs qui ont des dreadlocks, tu sais, un masque, qui lui font parce que je suis en train de lire le manuel des armes pour Cthulhu, donc du coup, j'ai trouvé ma prochaine victime. D'accord, non. Voilà, on se retrouve d'ici quelques minutes à bord du vaisseau très spécial, le PCDM, le podcast de la cellule du monde de l'imaginaire. Ça en jette comme ça. Pas mal.
ferait peut-être bien de préciser ce que c'est vraiment la science-fiction et ensuite pour voir un peu ce qui peut s'en découler. Alors, laissons l'ancêtre parler. Oui. Non. Petit Robert. Non. Wikipédia peut-être. Non, je préfère Robert alors parce que Wikipédia, je sais pas. Enfin bref, donc oui, la science-fiction, mon Dieu. Oui, c'est vrai que tout à l'heure, puisque avant de grimper à l'intérieur de ce vaisseau, on les a vus venir de loin, on a essayé de les téléporter, donc on les repérait un petit peu, on a pu engager un peu la discussion, tout ça pour dire, voilà, hors antenne, on a pu discuter un petit peu avant, et j'ai abordé le terme effectivement de scientifiction, qui était un peu à l'origine, c'est un terme que l'on retrouve, c'est-à-dire la science qui devient fantastique, quoi, et qui devient, on a abandonné le côté fantastique, et c'est devenu, voilà, le côté, la science permet, bon, avec je dirais que même ça a commencé quasiment, mais là je suis pas gros spécialiste, même déjà au niveau des siècles des Lumières, quand on commençait à voir la technologie, la science comme ça. Microméga et tout ça. Voilà, je l'avais en tête. Donc on pensait déjà un petit peu à ça. C'est pour moi une des toutes premières œuvres de science-fiction. Microméga ? Ah oui. Ah ouais, c'est marrant. J'avais jamais vu ça comme ça. Ouais. Si, bon, mais là encore c'est faussé puisqu'on regarde ça avec nos yeux Pourquoi pas du 21e siècle avec déjà une expérience et se dire dès qu'il y a des choses fantastiques, d'accord, mais pour l'époque ça avait un autre label. Et justement pour rebondir à la remarque de Flavie, c'est vrai que définition de la science-fiction, voilà, on donne une définition pour moi de la science-fiction toujours à partir d'un contexte, à partir d'une époque, d'un moment. La science-fiction des années 50, c'est pas la même que celle des années 70, c'est pas la même que celle des années 90, et ce sera pas la même que celle dans 50 ans. Ça me semble assez naturel. Si on veut définir la science-fiction, enfin, en tout cas, il faudrait d'abord définir dans quelle science on se situe. C'est ça surtout. Plus que l'époque, quelle science on met en avant. Parce que la science-fiction, c'est essayer en tout cas de ce que j'en sais, d'essayer d'anticiper le monde, un monde en essayant d'imaginer ce que sera la science de demain. Donc en fonction de la science d'aujourd'hui, on imagine la science de demain, et donc voilà, je pense que c'est pour ça. Un exemple qui sort du contexte, imaginez les premiers spectateurs du premier film avec le train qui entre en gare de Saint-Charles et qui se barrait comme ça. Pour eux, c'était terrible, quoi. Le train arrivait, il allait rentrer dans l'écran. Aujourd'hui, on ferait la même chose. On dirait, ouais, super, la 3D même, ouais, elle est cool, les lunettes et tout. Mais au final, c'est ça, on se base sur un moment donné, en fonction de la science, en fonction de l'impact et de l'état d'esprit qu'on peut avoir. Évidemment, à cette époque-là, ça a relevé de la science-fiction. Cet écran avec ce train qui arrivait, c'était de la science-fiction. Jules Verne, grand classique de chez classique, de la Terre à la Lune, voilà. Aujourd'hui, on réécrirait Jules Verne, on dirait, bah oui, la Lune, on n'y est pas encore, on a juste posé un petit pied, on envoie des petits robots, voilà. Justement, Jules Verne, je trouve que ça se démode pas finalement. Il a tellement vu fidèlement ce que serait la science de demain que c'est même plus de la science-fiction aujourd'hui. C'est presque normal. Il y a un petit côté, d'ailleurs, d'après ce que tu dis, c'est le côté steampunk qui serait finalement la science-fiction de l'époque des vapeurs. Alors la définition qu'on trouve, parce que les auteurs adorent donner des science-fiction, des étiquettes à la science-fiction ou même au genre littéraire ou autre, surtout chacun à l'heure. Chacun à l'heure, évidemment, parce que moi j'ai lu un bouquin comme ça où chacun donnait sa propre définition, et il y en a qui étaient aux antipodes les unes des autres. Mais dans le cadre du steampunk, c'était une définition, je ne sais plus de qui c'est, mais qui dit c'est la science telle qu'elle aurait pu être si le futur en avait été autrement ou si le passé en avait été autrement. Il y a une tournure comme ça. Le steampunk. Ouais, le steampunk. Je ne sais plus. Ouais, et voilà, il y a grosso modo, alors j'ai dû mélanger les termes, mais voilà, on est toujours dans une espèce de rétrofiction. Pour moi, même la science-fiction, même si elle va très très loin, même si elle imagine des trucs très très loin, ça reste toujours, à chaque fois, on réemprunte ce qu'on disait encore hors antenne tout à l'heure, on réemprunte des choses pour lui coller une étiquette de merveilleux. C'est vrai que le merveilleux, on a abandonné le terme de merveilleux, mais ça reste du merveilleux appliqué à la science. C'est le moment où la science devient presque magique. C'est pour toi, c'est ça la science-fiction? C'est marrant. Oui, ça peut, mais pas seulement. Là, fantastique. Je suis pas normand d'origine, mais peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Mais c'est vrai que ouais. Pour moi, la science-fiction, c'est une fiction élaborée à partir de la science actuelle, et puis où vraiment on essaie d'anticiper ce que sera la science de demain. C'est vraiment ça, quoi. Et uniquement ça, j'ai envie de dire. D'accord. Et puis, en fonction de ça, on aura des réflexions qui vont naître de cette élaboration du futur de la science.
Oui, mais on parlait de Shadowrun tout à l'heure. On Ouais. parlait de l'univers, cette fois-ci non plus steampunk, mais cyberpunk. Ouais. On est dedans, ce qu'on a dit tout à l'heure, on est déjà dans le cyberpunk. L'esprit de la rue, entre guillemets, le côté punk, le côté misère sociale, misère tout court, et puis aussi grand conglomérat qui se partage les miettes du monde, et nous avec, on passe à la trappe. Et puis le côté technologie omniprésente, super top et tout, accessible quand même, parce que c'est devenu un peu plus Ouais. accessible. Et puis voilà, maintenant, le cyberpunk, il n'y a plus mais beaucoup c'est de vrais romans cyber. C'est un cas enfin, si on prend le jeu de rôle cyberpunk, par exemple, c'est un cas d'école, parce que à la base, c'est quand même un jeu de rôle de science-fiction, mais de science-fiction des années 80. C'est-à-dire que ce qu'ils ont imaginé maintenant, c'est kitsch, c'est ringard, ça correspond plus du tout à l'idée qu'on peut se faire d'un certain futur. Ouais. Je sais pas. Moi, Mais en tout cas, un livre de science-fiction bien fait, tu veux dire qu'en fait, ce serait juste un vrai Théoriquement. roman Mais qui théoriquement. expliquerait ce qui va se passer après. quand on lit par exemple le début, encore une fois, je me réfère à ce texte de Rendez-vous avec Rama d'Arthur C. Clarke, il explique vraiment qu'il y a un aspect technique. La science-fiction, ça doit être quelque chose aussi de technique. C'est-à-dire qu'on doit y trouver dans la science-fiction des vraies raisons de croire que ce sera notre futur. Ah, mais comme disait Et- Eric, chaque auteur a sa définition Alors, de la oui, science-fiction, ouais, tout et il y à en fait. a autant qu'il y Alors, a d'auteurs. Le truc, c'est que pour toi, la science-fiction implique quand même un certain degré de réalisme. Exactement, ouais, tout à C'est-à-dire que fait. tu te situes plutôt dans le Bienvenu à Gattaca plutôt que dans le Star Wars. hein. Exactement. Ouais. Mm. Pour moi, c'est clair qu'il y a cette contrainte de réalisme technique en fait, qui est par exemple, moi l'exemple que je prends souvent pour distinguer la science-fiction du fantastique ou du space opéra, c'est le vaisseau. Est-ce qu'il fait du bruit quand il avance dans l'espace ou pas? Et Parce que bah, du coup, tu sais tout de suite. Ce dont tu parlais tout à l'heure, entre le Nostromo et puis le X-Wing. quoi. Exactement. Ouais. Mm. Ouais, non, mais carrément. Hein. Pour moi, c'est ma référence. C'est le sabre laser, par exemple. Techniquement, on sait que scientifiquement, c'est hyper difficile à réaliser, voire même impossible, et voire que c'est un non-sens en fait. Et donc du coup, Star Wars n'est pas de la science-fiction. Alors un film comme Terminator avec les voyages dans le temps, Alors Même là, sans les voyages dans le temps. justement, c'est ça Oui. qui est intéressant. C'est que les voyages dans le temps, est-ce que techniquement il est possible ou pas? Et là, du coup, ça pose la question. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Alors, Et- on peut beaucoup plus labelliser des médias tels que films, jeux vidéo, jeux de rôle avec l'étiquette science-fiction que dans la littérature, pourtant, là où c'est venu, maintenant on a du mal. Et au contraire, maintenant on commence à avoir énormément de strates ou d'étiquettes, space opéra, space fantasy, etc., etc. Là, actuellement, je suis en train de dire, c'est pas un de mes auteurs préférés. Tu vas comprendre pourquoi, il y a beaucoup de maths dedans. Greg Egan qui, dans son ouvrage Les Axiomatiques, c'est des recueils de nouvelles. Alors, je veux dire, il y a des moments, il y a des passages, il y a des calculs, il y a des formules. On sent que c'est le scientifique. On sent, il y a même d'autres auteurs de SF d'ailleurs qui sont physiciens et qui se mettent à la science-fiction scientifique, ce qu'on appelle aussi la hard science. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc, avec des trucs, il y a des moments, tu te dis, ok, c'est bon. Tout ça pour dire que le machin est téléporté, tu nous calcules la constante de bidule machin c'est très bien. Ouais. Et ça plaît. C'est ce qui vraiment, moi, j'aime bien. Je comprends pas tout, mais j'aime bien. Mais je suis pas scientifique de nature. Je suis vraiment littéraire pur jus. Et, mais ça reste du plaisir, ça reste de la science-fiction. Et là, vraiment, Et c'est là qu'on voit que la définition c'est vraiment différente pour tout le monde, parce que moi, contrairement à Romaric, pour moi, la Star Wars, c'est de la science-fiction. C'est-à-dire que même si ce n'est pas du tout réaliste d'un point de vue scientifique, ça s'appuie quand même sur quelque chose d'à peu près réel. En allant Ah bon très très loin. Enfin, tu vois, les vaisseaux Dans un spatiaux, univers tout lointain, ça. très lointain quand Ouais, même. voilà, ouais. Bon, c'est vrai que Star Wars, bon, c'est. Alors, on a un petit peu perdu de vue ça, mais pour revenir au côté grand ancien, il y a longtemps, il y avait les magazines, les pulp, et puis il y a eu toute une collection d'ailleurs qui était sortie à l'époque chez J'ai lu, les Astounding Stories, les meilleures nouvelles de ces magazines très bon marché dans lesquels beaucoup de très grands auteurs, mais de la vieille génération, Van Vogt et compagnie, Farmer et compagnie, ont publié là-dedans, avec certains plus ou moins de réussite. Il y avait des étiquettes, il y avait des choses qui s'appelaient Astounding Story. Donc déjà, on n'employait pas franchement le terme science-fiction, c'était des histoires étonnantes, des histoires merveilleuses, enfin bon, peu importe. Et il y avait le label évidemment, soit fantastique, soit science-fiction. Et la science-fiction des années 50, des années 60, c'était quoi? On en parlait tout à l'heure, c'était la pin-up sur un décor spatial en train d'être attaqué soit par un robot, soit par un monstre tentaculaire, avec évidemment derrière le grand méchant, le grand méchant, on le voyait quelquefois dans l'ombre, mais le gentil évidemment bodybuildé avec soit un sabre laser ou soit, tiens, je l'ai pas dit, soit Mais voilà. Et non. en fait, Star Wars,
c'est le mythe même que l'on retrouve dans les sagas, je dirais, de médiévales ou les choses où c'est pareil. Il y a la belle princesse qui attend son proche chevalier. Ouais, c'est l'épopée, quoi. C'est l'épopée. Le cycle Voilà. du- Oui, mais ce que tu disais tout à l'heure. Ce qui s'appelle le cycle du héros, en fait. Tout à fait. C'est une illustration, je crois que c'est limite une illustration d'école du cycle du héros Star Wars. Donc là, on parle bien de Star Wars. Parce que il faut voir aussi que les premiers comics, on va dire, ou les premiers romans de science-fiction viennent aussi avec l'arrivée des premières images de Mars, et donc qui sont là par contre des découvertes scientifiques, notamment avec ces fameux visages, etc., qui Les sont en fait canaux. que des effets, des fameux canaux, voilà, où on imagine qu'il y a peut-être un réseau hydraulique sur Mars. Et là, il y a vraiment des questions qui se posent du point de vue scientifique autour de Mars. Et les premiers romans de science-fiction interviennent à ce moment-là avec des martiens, etc., etc. Oui, c'est une des pierres fondatrices enfin, pour moi, c'en est une des pierres fondatrices de la science-fiction, c'est la possibilité d'une vue extérieure. Exactement. Mais ouais. pour moi, enfin, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais pour moi, les vrais romans de science-fiction posent le principe de l'anti-héros. Généralement, le héros de la science-fiction, c'est quelqu'un qui est dans son quotidien au début avec ses nouvelles technologies et qui va être confronté à un gros souci de technologie et va devoir, même pas être un héros, juste survivre dans cette technologie. Alors, C'est un peu la même chose pour le fantastique. C'est pas faux. Non, parce qu'avec l'épopée du fantastique, le héros, certes, il est censé en baver parce que c'est le cycle du héros, mais il a en potentiel chez lui le principe héroïque qu'à mon avis, le héros de science-fiction n'a pas. Alors est-ce que tu veux pas dire justement que dans un truc de science-fiction, dans un héros de science-fiction doit subir la science, Oui, complètement. en fait, alors que Il est là pour montrer l'ignominie de la il semble science. que dans Star et Wars le on côté subit pas la monstrueux. science. Non, c'est quelque chose de... Non, c'est même pas de la science Star Wars. Non, Enfin, comment on peut c'est- dire que c'est de la science-fiction Star Wars? Ça me là Vincent. Non, là j'ai pris Star Wars parce que c'est le plus connu, mais bon, le space opéra par extension, le Battlestar Galactica ou Stargate, Ah, mais Ou ça- Star Trek. ou Star Trek, pour moi, reste une déclinaison de la science-fiction. Alors on est très Mais- très loin de l'anticipation, mais de la c'est hard vrai- science, mais Mais c'est vrai que là, on oscille vraiment entre différents. Et je crois que entre différents médias, et c'est vrai que la pierre fondatrice, quand même, vous allez l'admettre, j'espère, c'est le livre, c'est Oui. le support Oui, papier. Oui. Et pour rebondir un peu sur le principe du anti-héros ou de l'homme qui subit la science et que ça devient, peu importe l'univers, peu importe l'époque, science-fiction, on le retrouve dans les grands anciens comme Simak, Demain les chiens, où l'homme n'existe plus, n'est plus qu'une légende, où on voit que ça évolue. Et effectivement, là c'est plus un personnage qui subit, c'est toute l'humanité tout entière. Et on le retrouve aussi dans Van Vogt qui a fait la série du non-A, etc., la série du non-A, donc philosophe de principe aristotélicien, non aristotélicien, etc., tout ça. À l'époque, ça m'avait... Le nana. J'aurais dû bifurquer vers Tout ça reste quand même des péripatétiques. Ouais, par répétiticien, ça m'émère. Oui, voilà, pour rester avec Demain les chiens. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec tout ça? Ouais, voilà, on est encore dans le principe. Mais Van Vogt était aussi le côté un peu c'était surtout Simak qui était un peu le gentleman farmer de la SF. Là, il n'expliquait pas. Le vaisseau spatial, il arrivait, il se posait, il était posé. On n'allait pas dire qu'il allumait ses rétrofusées pour calculer une puissance de machin et tout. Non. Voilà. Non. Alors, Il arrivait et c'était merveilleux. Mais C'était génial. La science-fiction n'a pas forcément besoin de dévoiler toutes ces techniques. Tout à fait. C'est-à-dire que par exemple, quand moi tout à l'heure je disais ça doit être quelque chose de scientifiquement fondé, je voulais pas dire par là que l'auteur de science-fiction doit Bien sûr. nécessairement Non, on est expliquer d'accord. tous les trucs, On est mais d'accord. au moins, disons que garder une certaine forme de crédibilité par rapport à la science actuelle. Bien sûr. Mais une des grandes différences avec le fantastique aussi, c'est que dans la science-fiction, l'univers de la technologie est donné comme normal et réel, ce qui n'est pas le cas du fantastique. Donc ça, c'est assez logique finalement. Ce qui permet à la science-fiction de faire en sorte aussi que le lecteur ou le spectateur s'interroge, en fait. C'est que, du coup, si c'est comme Star Wars trop lointain, ça n'amène aucune réflexion. Quand on prend un film comme Bienvenue à Gattaca, par exemple, c'est quelque chose qui est quand même très terre à terre. Il y a un niveau de technologie visuellement qui ressemble beaucoup à ce qu'on a actuellement. C'est ça justement qui fait la force du film, par exemple. Ouais. Ça justement, c'était une des questions que je voulais vous poser parce que vous êtes des spécialistes ici de la science-fiction et tout. C'est qu'est-ce qui pour vous fait de la bonne réflexion science-fiction, quoi. La science-fiction pur jus au sens de réflexion Alors, issue c'est de quand il n'y a science-fiction. pas des mecs habillés comme dans une boîte sadomaso qui font du karaté dans une matrice. Matrix, par exemple, tu trouves pas ça du tout crédible et Non, alors c'est Matrix, pas je propice trouve du tout à la pas réflexion. ça crédible, et puis je trouve pas ça très très intelligent non plus. Enfin, c'est intelligent dans le pompage qu'il a fait de diverses œuvres, quoi qu'ils ont fait les Wachowski, mais c'est vraiment un film.
En plus, qui était sorti très peu de temps après Dark City et que je trouve oui. vraiment être un Ouais, sous il est bien Dark Dark City. City. Quoi. Ah oui, Ouais, carrément. carrément. Je l'ai revu il y a pas longtemps, Dark City, et c'est vrai que. Dark City que je considère aussi comme étant de la SF, Ouais. même si ça part sur un postulat complètement délirant. Quoi. Ouais. Ouais, d'accord. Et Ouais, ça c'est une des. Pardon, Eric, vas-y. non, ta question aussi est importante parce que ce que tu dis, qu'est-ce qui est un bon film de science-fiction ou oui, puisque là, tu as posé la question Oui. sur l'impact ciné. Bon, j'allais parler de Dark City, donc c'est bien. Matrix, effectivement, c'est du repompage des recettes, mais un bon film de science-fiction n'est pas forcément estampillé SF. Moi, je pense par exemple à K-Pax. Ouais, Évidemment, il est très bien, il a pas du tout d'étiquette parce que on se qu'il pose reste, la question. donc Je ne K-Pax, il connais reste pas. quand même à la limite entre les deux. Hein. Limite, ça pourrait être du On fantastique. peut prendre au Tout sens à fait littéraire. fantastique. Tout ouais. à fait. Ah non, il y a aucun vaisseau spatial, aucune téléportation, il y a rien. Par rapport à ce que disait Romaric, Par contre, il y a ça. Il y a ce qu'on a entre eux. Enfin, il y a La ça, réflexion, c'est pas- il y a ouais. la réflexion. voilà. Dark City, sans avoir de crédibilité au niveau science, ça reste quand même un film qui permet de réfléchir. Justement, moi, mon avis, la science-fiction n'est pas dissociable de la réflexion que doit amener la fiction scientifique, quoi. Sinon, comme dans le cas de Matrix, ça reste un film d'action, de science-fiction. Et la science-fiction, là, depuis quelques années maintenant, elle est partout. Il y a des pubs de voitures dans lesquelles la voiture devient un robot de combat, se transforme. Voilà, c'est la science-fiction. Pour toi, c'est de la appliquée- science-fiction, ça? Moi, Si, un peu quand même. Non. C'est Transformers, je crois quoi. Oui, c'est Transformers. Mais quand tu prends Inception, par exemple, qui a été le gros blockbuster de l'été dernier, bon, je considère Ouais. quand même que c'est de la science-fiction, mais Tout qui à ne fait. fait pas réfléchir, en fait. Même si tu réfléchis sur le film et si tu réfléchis sur le scénario, bon, ça t'évoque pas non plus de Pour moi, réflexion. de la vraie science-fiction, bon, il n'y a pas énormément de films bien faits qui ont été faits autour de ça, c'est tous les livres d'Isaac Asimov, Mhm. avec toutes les chroniques des robots. Je Kadik. pense, je vais pas penser à iRobot, mais j'ai plus le nom du film, mais celui avec Robin Williams où il joue un Ah oui, robot l'homme bicentenaire. Voilà. Même bicentenaire, qui pour moi est un bon film de science-fiction Très pour bon, le coup. ça. Pour revenir sur le domaine littéraire, justement, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le héros, l'anti-héros qui subit quelque chose qui le dépasse totalement. Moi, À t'entendre, j'ai l'impression d'entendre parler d'un livre de Lovecraft. Est-ce que tu penses que Lovecraft, c'est de la J'aime science-fiction pas aussi non, je parle pas du tout de Lovecraft. Mais est-ce que ça, pourtant, je trouve que pense pas que ce soit non parce Tu que vas en faire Lovecraft pour moi c'est plus déjà l'univers de Lovecraft en lui-même pour moi c'est pas de la science-fiction, Non. c'est un univers un peu Ah. tarabisque. Ah non, quand on voit la nouvelle C'est qu'il un a fait sur le crossover. vampire qui ne sait Oui, pas qu'il alors est un attends, vampire attends, et qui se réveille, c'est plus sur Oui, le mais- monde qui t'agresse, c'est pas sur la technologie qui t'agresse, c'est sur la métaphysique du monde agressive, c'est Voilà. pas du tout la même chose. Alors, Ouais, oui, justement, Lovecraft n'a jamais dit que Cthulhu était un poulpe ganymédien qui était qui était pas très loin de J'ai la jamais, planète j'ai Terre. jamais- j'ai jamais dit ça. Il l'a jamais dit. Je rebondissais sur la définition de Heureusement. la science-fiction de Flavie, qui fait penser et qui déborde un petit peu vers le domaine Non, de Lovecraft. non, parce que ce que j'ai dit, c'est que l'anti-héros subissait la technologie et on montrait toute la monstruosité. Lovecraft ne fait pas c'est des extraterrestres qui sont alors ignobles justement, chez mais oui, Lovecraft. mais chez Lovecraft, les extraterrestres, Flavie, cherchent à... Enfin, chez Lovecraft, ils ont pour finalité d'expliquer, en fait, Oui, mais c'est certains qu'une événements. toute petite partie Ah, de mais- Lovecraft au final, Oui, les tout à fait, tout à fait. extraterrestres. Base SF, en fait, un traitement fantastique, quoi. Il a pratiquement fait un Ouais, crossover plus de fantastique, genre. c'est vraiment des extraterrestres. Mais c'est parce Voilà, que oui, c'est une de théorie. toute façon, de complot. je pense que de base, c'est plus classé comme de la fantasy, mais Mm, mm. comme je Attention, dis attention au terme, hein. Extraterrestres, là c'est le sens premier, ceux qui sont étrangers à la Terre. Mm, mm, mm. Mais ils sont même pas sur le même niveau métaphysique que nous Voilà. dans Lovecraft. Ils ont même pas les mêmes. Enfin, ils sont même pas physiques. Mais Certains par d'entre contre, eux sont dans- même pas physiques. Dans la science-fiction dite traditionnelle, dès qu'on parle d'extraterrestres, on pense évidemment aux petits gris, Roswell, ou aux tentacules, aux monstres, etc. Voilà, on pose quelque chose de différent, mais qui est pas si loin que ça, puisque on est à 2 pâtés de planètes, et puis ils tombent toujours chez nous. On a quoi. toujours Quand des tu petits regardes Avatar, chromosomes en c'est- commun, Voilà. ce genre de choses. Quand tu regardes Avatar, c'est même très très proche. Ils sont sur le même niveau métaphysique que nous. Hein, Ouais, ils sont juste les bleus, Schtroumpfs, quoi. ouais, c'est- Mais je le trouve- traitement n'est pas le même en fait. Là, quand on a des extraterrestres dans la science-fiction, c'est un traitement qui passe aussi par la technologie. On a des explications sur ce que sont les extraterrestres, etc. Dans Lovecraft, c'est pas du tout ça. Enfin, ils sont juste là pour amener de la folie en fait dans la tête du Non. personnage, mais ça a rien à voir avec une véritable réflexion. En tout cas, pour répondre à la question de Damien, je pense clairement que, enfin moi en tout cas, et Flavie non plus, on ne pense pas que Lovecraft soit de la science-fiction.
Il y a une tentative d'explication du monde par des phénomènes extraterrestres, fantastiques, venus de d'autres types d'univers, mais c'est pas de la science-fiction. La science-fiction, de toute façon, doit partir de la science. La science, c'est quelque chose que les hommes ont créé pour expliquer l'univers et comprendre les mécanismes et les lois de la nature. Donc voilà, la science est forcément humaine, alors que Lovecraft, tous les éléments explicatifs sont inhumains. Et justement, c'est même le but de Lovecraft, c'est de montrer, de décentraliser l'homme et de montrer que toutes les créatures tous les événements qu'il pense comprendre sont en fait issus de choses incompréhensibles pour lui, à son échelle en tout cas. Donc je pense pas que ce soit de la science-fiction, Lovecraft, c'est vraiment du fantastique. Horreur au sens pur du terme, quoi. Et mais moi Vincent, il faut vraiment qu'on discute de cette affaire, parce que t'as l'air de dire science-fiction, fantastique, même combat. Je me trompe? Non, quand même pas. Ouais. Non, je dis pas quand même combat. Mais pour moi, il y a quand même des bases communes entre les deux. Quoi. Mais bon, on n'a pas de retour. Allô, 1, 2, 1, voilà. 2. Ici, allô, quand vous nous recevez de machine de téléportation. Mais bon, science-fiction, science-fiction, comme disait Eric pour le terme de début, je pense que c'est pas mal pour un début de réflexion sur ce que c'est la science-fiction. Et toi, t'attends quoi en fait de la science-fiction? Moi, j'attends qu'elle par me exemple, fasse un film de science-fiction. Parce que quand on prend ta définition de manière très pragmatique, en fait, c'est-à-dire que tu vas avoir un film, si je prends vraiment le domaine du cinéma, qui va être sans effets spéciaux. Pratiquement quoi. Donc quelque part à chaque fois qu'Hollywood va faire un blockbuster qui se traduit toujours par de la surenchère dans les blockbusters, on va tout de suite tu vas forcément être déçu pratiquement. Moi j'attends juste de la science-fiction qu'elle me fasse réfléchir sur la société que nous proposera la science demain. Pour moi c'est vraiment ça. Et à partir du moment où je réfléchis sur ce que la science sera demain et ce que la société sera grâce à la science demain, déjà, pour moi, je suis forcément dans une œuvre de science-fiction. Lovecraft ne remplit pas ce contrat. Star Wars ne remplit absolument pas ce contrat. Star Wars, non, pas du tout. Mais non, mais Avatar non plus. Enfin voilà, non, Avatar non plus, clairement. C'est du western de toute façon, Avatar. Le but d'Avatar, c'est pas de réfléchir Avatar, c'est tous les sur la univers science. de Cameron fusionnés en un seul, quoi. Et le but exactement n'est pas de réfléchir sur la science, c'est sur réfléchir sur ce que c'est l'être humain, voilà. etc. Sur les relations avec la nature, ça a rien à voir. C'est pour moi, c'est une tentative de trouver de l'altérité pour mieux comprendre l'humanité. Mais c'est bidon. Avatar. Moi, il me semble je suis d'accord avec toi. Au niveau de toute façon, pour moi, c'est un western futuriste. Tout simplement. Avec les Indiens et les cow-boys. Oui, mais c'est ça. Ça reprend le mythe de Pocahontas, clairement. Ou Danse avec les loups aussi, un petit peu. Et sinon, ton dernier coup de cœur, par exemple, SF, c'était quoi? Mon dernier coup de cœur SF, mais c'est Dune à peu près. Je sais même pas si c'est Ah de la oui, science-fiction, mais ce serait le film quand même. Non, mais moi, disons, c'est mon premier et dernier coup de cœur, j'ai envie de dire. Mon dernier coup de cœur SF, je sais pas. Moi, ce serait Perdido Street Station. C'est un film de un livre de Mielville, je crois, qui est très bien. Je conseille. C'est un livre complètement taré, mais c'est chouette. Ça y est, j'ai retrouvé 1984, clairement. Parce que dans 1984, Flavie, on retrouve typiquement ce dont tu parlais tout à l'heure, le héros, l'anti-héros, victime de la contre-utopie, victime de cette science qui a trop progressé pour trop encadrer les hommes, etc. Enfin, il y a vraiment et puis bon, Fahrenheit 451. Ouais, génial. Mais non, mais c'est bon quoi. Ça c'est. Ouais. Je trouve que c'est. Ouais. Mais bon. Ouais, c'est bon. Et voilà. c'est ainsi mais qu'on bon, va lisez de la science-fiction, on s'en fiche au final. Ouais, carrément. Et bon thème en tout cas, puis là on n'a pas eu beaucoup de temps pour en parler, malheureusement, on s'y est un peu pris au dernier moment, mais on en reparlera, Vincent. Pas de problème. Cette fois-ci, c'est nous qui vous téléporterons. Ouais, carrément, on vous téléportera et la sablastera. Je suis capable de détruire Matrix. Non, mais sans déconner, Matrix, c'est vraiment une grosse fumisterie, je trouve. Voilà. On se quitte là-dessus, je crois. On va se quitter là-dessus, le temps de faire chauffer les moteurs hyperspatiaux, et on clôt avec vous ce crossover très très spécial du MDI. Donc si vous avez quelques petites dernières précisions, je parlais tout à l'heure de jeux de rôle par exemple, pour revenir sur le corps de ton intervention aussi, Sens Renaissance dans les prochaines conventions. Ça va nous permettre de booster un petit peu les moteurs. Moi je compte me manifester à Eclipse à Rennes, et puis à Histoire de jouer peut-être. C'est très bien. C'est très bien, voilà. Très bien. On va enchaîner les deux week-ends, ce sera la folie. Donc voilà, ce sera fin mars à peu près. Vous pourrez découvrir le jeu de rôle Sens d'ailleurs. Ouais. Pour ceux qui veulent le découvrir, le blog de la cellule, Aussi. n'hésitez pas à faire un tour.
Alors voilà, le blog de la cellule, vous allez taper moi j'ai très vite dans Google, on tape Sens Renaissance, exalogie aussi, le terme. Vous tapez blog cellule aussi. Voilà, il n'y a pas de souci. Sens JDR, tout ça. Donc, alors, si je dis par ordre d'apparition, c'est un peu compliqué parce qu'au début, c'est eux qui ont pris les commandes et après, c'est nous, on a repris le vaisseau. Donc, quand même, honneur aux invités, Flavie. Bonsoir. Et Romaric. Merci Eric. Merci d'être venu et d'avoir fait ce crossover très spécial dans le MDI que vous pouvez retrouver, vous, auditeurs du podcast de la cellule. Si vous venez de temps en temps nous voir dans le MDI, il y aura aussi des petites choses. Il y aura les critiques de Vincent, les critiques de Damien, mes critiques, nos critiques. Enfin bref, ça reste... Avec un blog remis à jour, avec l'émission toujours, de la semaine. Voilà. toutes les heures remises à jour. Ça, c'est tip top. Bien, oui, on fait ce qu'on peut. Puis, voilà. nous, on vous remercie vraiment de nous avoir invités. Merci beaucoup. Et puis, on remercie surtout Vincent qui a permis cette rencontre d'avoir lieu grâce à ces super critiques de Sens que je vous invite à lire sur Sci-Fi Universe. Voilà. T'imagines si t'avais mis une note... on n'avait pas de cellule. Je devrais gagner de l'argent. Au contraire, on serait venu gueuler et tout. Alors là, tu nous connais mal. Hein. Ça aurait pu être sympa aussi. Ah oui, non, c'était SFU dans ce cas-là, ils se débrouillent et tout ça. C'est bien parce que SFU, on est dématérialisé en fait, on est aux quatre coins de la France. Alors, donc, c'est SFU ou de Sci-Fi? Moi, je m'y perds maintenant. C'est Sci-Fi Universe, SFU pour... D'accord. Voilà. Parce que quand on tapait SFU Mais avant, non, on c'est pas ça. tombait sur la Société Française des Urbanistes. Voilà. Ce n'est pas, ce n'est pas la chaîne Sci-Fi, SYFY, Non, mais ce n'est pas Science Fiction C'est Universe. génial parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir Patrick Sébastien. C'est génial, il nous fait la même chose à chaque fois, il fait tourner le cerveau. Je reçois des mails de spectateurs de la chaîne Sci-Fi qui m'insultent parce que les programmes sont merdiques. Ce n'est pas moi, je ne suis pas la chaîne Sci-Fi. Allez, on se quitte et on se retrouve puisque il y a la suite des programmes sur TSF 98. Bonne soirée, bonne semaine à tous et à bientôt. À bientôt. Au revoir.